Ce matin, je pense que vous avez entendu parler du fait que la surdité due au bruit, ce n'est pas un problème mineur, c'est un problème qui est en très grande croissance. C'est une figure tirée d'un rapport récent de l'INSPQ 2014, et s'il y a des gens qui s'intéressent plus à fond à cette question-là, j'ai déposé une série de dépliants qui reprennent les grands constats de cette étude. Et ce que ça montre, le graphique est assez éloquent, c'est qu'entre 1997 et 2010, on voit la quantité de surdité qui a presque triplé. Et en même temps, je vous dis qu'il y avait un programme national où on avait priorisé la réduction du bruit à la source, priorisé les interventions. Donc, je pense qu'on a comme raté la cible parce que la quantité de surdité due au bruit a vraiment augmenté beaucoup. Et en même temps, je pense que vous en avez aussi entendu parler ce matin, on est raccord. Vous voyez aussi que la surdité, même si c'est le 4e site de lésion en termes de nombre, c'est l'oreille, mais en termes de rang, pour le coup, c'est la lésion qui est la plus coûteuse, en moyenne 152 000 $ et des poussières par lésion. Donc, c'est un problème qui est à la fois fréquent et qui coûte très cher, qui nous coûte très cher. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de bruit et de substances chimiques. Comment les substances chimiques peuvent agir seules ou encore interagir avec le bruit pour créer des surdités. Il y a des études épidémiologiques et des études animales aussi qui tendaient à montrer que l'exposition à certains solvants, à certains métaux lourds, à des asphyxiants comme le monoxyde de carbone et d'autres substances chimiques comme les pesticides, qui est associé à un risque d'acquisition d'une surdité. Malheureusement, pour ces travailleurs-là qui ne sont pas nécessairement exposés au bruit, on ne va pas avoir de surveillance de leur audition à leur poste de travail. Donc, s'il n'y a pas d'exposition au bruit, mais une exposition à ces substances chimiques-là, les travailleurs peuvent développer des surdités qui vont passer inaperçues ou encore qui vont être attribuées à d'autres causes que l'exposition aux substances chimiques. Dans la réglementation également, il y a pas beaucoup de limites d'exposition qui vont tenir compte d'une co-exposition au bruit et à ces substances-là qu'on appelle autotoxiques, donc toxiques pour le système auditif. Et quand il y a des interactions, on devrait pouvoir en tenir compte. Mais ces choses-là sont en train doucement de changer. Juste rapidement pour vous parler des mécanismes de toxicité, comment les substances peuvent-elles être toxiques pour le système auditif. Je vous ai tantôt parlé un petit peu brièvement des asphyxiants, notamment le monoxyde de carbone. Le système auditif, c'est notamment l'oreille interne, c'est un système qui consomme énormément d'énergie, à tel point qu'un bébé qui va manquer d'oxygène à la naissance, qui va souffrir d'anoxie, très souvent va développer une surdité importante. Donc, le système auditif, pour bien fonctionner, a vraiment besoin de beaucoup d'oxygène. Et quand on lui enlève son apport d'oxygène et qu'on le remplace par du monoxyde de carbone, on crée des surdités. Le toluène, parmi d'autres solvants, son action va solubiliser les membranes des cellules ciliées qui se trouvent à l'intérieur de l'oreille interne, qui vont transformer l'énergie sonore, l'énergie mécanique, en énergie électrique qui est assimilable par le cerveau. Donc, le fait de solubiliser les membranes de ces cellules-là va faire en sorte qu'on va casser la chaîne de transmission de l'information entre l'oreille interne et le cerveau. Donc, on va voir apparaître une surdité. D'autres substances, comme les métaux lourds, comme le plomb, vont venir démyéliniser le système auditif central, donc les connexions entre l'oreille et le cerveau. Donc, c'est un problème de neurotoxicité. Le plomb est neurotoxique pour le cerveau en général, mais entre autres également pour le système auditif. Donc, ce qu'on va voir apparaître, ce n'est pas nécessairement des surdités, mais des comportements. Les gens vont avoir de la difficulté à comprendre la parole dans le bruit notamment, même si l'audiogramme reste relativement normal. Donc, ça pose aussi la question de la sensibilité de nos outils de détection pour identifier des problèmes du système auditif. Je vais aller plus largement que juste des problèmes d'audition, des problèmes du système auditif à différents endroits. Donc, quels sont les effets autotoxiques? Perturbation du fonctionnement de l'oreille interne, un peu ce que fait le bruit lui-même. Des effets sur ce qu'on appelle le système auditif central, donc la connexion entre l'oreille interne et le cerveau. Et l'effet de potentialisation des effets du bruit sur l'audition. Comment une substance chimique peut rendre le bruit plus nocif que si le bruit est présent tout seul dans l'environnement. On s'est intéressé aux substances chimiques qu'on trouve dans le règlement sur la santé et sécurité au travail et on a voulu examiner ces substances-là une par une dans la littérature pour voir si, à la lumière de la littérature, dans des niveaux d'exposition cohérents avec le règlement, s'il y avait un risque d'atteinte à l'audition.
Donc, c'est ce qu'on a fait. On a analysé 180 expériences qui portaient sur 27 substances et on a analysé le poids de la preuve pour chacune de ces 180 expériences qui étaient des expériences chez l'humain, des expériences chez l'animal, ce qui nous a permis de conclure que le plomb, le styrène, le toluène et le trichloréthylène étaient autotoxiques à des niveaux d'exposition qui correspondent aux limites du règlement sur la santé et sécurité au travail. Et là, ici, on parle d'exposition à ces substances-là sans présence de bruit. Donc, c'est des substances qui sont autotoxiques en elles-mêmes. D'autres substances pour lesquelles les preuves n'étaient pas aussi fortes, le N-hexane, le xylène, l'éthylbenzène, sont possiblement autotoxiques. Les preuves ne sont pas suffisamment fortes pour les déclarer autotoxiques, mais suffisamment pour dire qu'il faut être prudent avec ces expositions-là. Vous pourrez me dire peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de travailleurs exposés à ces substances chimiques-là. C'est un petit problème, mais quand on regarde les nombres de travailleurs exposés au Québec, on parle là aussi, comme dans le cas du bruit, de plusieurs centaines de milliers de travailleurs exposés à ces différentes substances-là dans des milieux de travail très variés, les imprimeries, autour des avions, la fabrication de polymères, on pense fabrication de différents plastiques, et aussi les solvants utilisés pour le dégraissage, le nettoyage, l'industrie du nettoyage des textiles aussi. Donc, beaucoup de milieux. Moi, ça me rappelle beaucoup le problème du bruit qui est présent dans plein d'endroits, dans des milieux qu'on ne soupçonne pas nécessairement être nocifs. C'est un peu la même histoire qui se répète ici. On a analysé dans une deuxième étude aussi l'interaction, comment ces substances-là interagissaient avec le bruit. On a utilisé la même approche. Cette fois-ci, on a analysé 224 expériences sur 150 articles et 51 de ces 224 expériences-là portaient justement sur l'interaction bruit-substance chimique. Et on a pu démontrer, encore une fois, en examinant la force de la preuve, que le toluène présentait une interaction qui était soit additive ou synergique. Additive, ça veut dire que si je présente du bruit, j'observe un effet. Si je présente du toluène, j'observe un effet. Et que quand je présente les deux contaminants ensemble, j'observe simplement un effet qui s'additionne. Synergique, ça veut dire que l'addition des deux contaminants fait en sorte que le dommage est encore plus grand que la simple addition des deux. Pour le monoxyde de carbone, les preuves n'étaient pas suffisantes parce que principalement, on a déclaré une interaction possible, mais les études venaient d'un nombre limité de laboratoires et c'était principalement fait sur des animaux. Alors, on a commencé à s'intéresser à cette substance-là de façon plus proche avec une de mes étudiantes au doctorat, qui est d'ailleurs une boursière de l'IRSST. Donc, on a commencé à regarder l'intoxication au monoxyde de carbone. 500 cas d'intoxication aiguë au Québec par année, des données qui viennent de l'IRSST. Souvent, c'est dû à des accidents ou il y a une bonne portion aussi qui sont dues à des intoxications volontaires, donc des tentatives de suicide. C'est une maladie à déclaration obligatoire, c'est une MADO, les intoxications au monoxyde de carbone, mais il y a beaucoup de sous-déclarations. Particulièrement dans les régions où il y a de la chasse et de la pêche qui se fait, les gens chauffent des chalets avec des systèmes de chauffage plus ou moins adéquats et vont avoir des symptômes, vont pas nécessairement se rendre dans les centres hospitaliers. Il y a 2 centres hospitaliers au Québec où on fait des traitements en chambre hyperbare. Il y a ici à l'hôpital Sacré-Cœur et il y a à Lévis, dans le coin de Québec. Mais dans les régions comme en Abitibi, par exemple, ils vont transférer les gens dans les grandes régions, mais pas nécessairement. Alors, il n'y a pas nécessairement... le chiffre de 500 le sous-estime la réalité. Et quand on regardait de la littérature en termes d'effets qui sont rapportés, il y a toute une panoplie d'effets qui sont rapportés. Parmi ceux-là, il y a troubles auditifs, mais il y a très peu de données dans la littérature sur qu'est-ce que produit une intoxication au monoxyde de carbone. Donc, on a commencé une étude où on regarde à la sortie des chambres hyperbares, où on recrute systématiquement les gens qui subissent des traitements après une intoxication. Donc, on a autant des adultes que des jeunes, mais on va s'intéresser aux adultes ici. Et on leur fait passer toute une batterie de tests qui permettent de tester à la fois le fonctionnement de l'oreille interne et aussi les voies qui acheminent l'information de l'oreille interne jusqu'au cerveau, parce qu'on soupçonne chez le monoxyde de carbone des effets qui pourraient être à la fois toxiques pour l'oreille interne puis neurotoxiques aussi. Et on les voit longitudinalement sur une période de 2 ans.
Des résultats préliminaires, je vous montre deux audiogrammes. Un audiogramme, comment on le regarde? Vous avez sur l'axe des X des fréquences. Les petits chiffres, c'est des sons graves. Les chiffres plus gros, comme 4000, 8000, c'est des sons aigus. Et l'échelle des Y, c'est des décibels. Plus le symbole se trouve haut dans le graphique, meilleure est l'audition. Et vous avez un cas ici d'un audiogramme post-intoxication 7 mois du côté gauche. La même personne vue 20 mois post-intoxication. Et ce qu'on voit, c'est ce qui est bleu, c'est l'oreille gauche, ce qui est rouge, c'est l'oreille droite. Et on voit une récupération de l'audition, une amélioration de l'audition du côté gauche. Mais ceux qui sont familiers avec la surdité professionnelle, cet audiogramme-là vous rappellera beaucoup un audiogramme d'exposition au bruit. Mais cette personne-là n'a jamais été exposée au bruit. Donc, le monoxyde de carbone semble provoquer des surdités qui ressemblent étrangement à l'exposition au bruit. Je vous montre un deuxième cas. Même chose, 3 semaines post-intoxication. Cette fois-ci, l'encoche est en très haute fréquence, autour de 9000 Hz. Et 5 mois post-intoxication, on voit qu'il y a eu une récupération, donc une amélioration. Donc, ce n'est pas tout à fait le même mécanisme que l'exposition au bruit parce que ça récupère post-intoxication, mais les traces que ça laisse, ça ressemble énormément à une surdité due au bruit. Le mécanisme qui est commun entre les deux, c'est le fait que le bruit, ça épuise les réserves d'oxygène au niveau de l'oreille interne et ça cause un mécanisme d'atteinte qui ressemble aussi à l'anoxie. Donc, ce n'est pas nécessairement très surprenant qu'on trouve quelque chose qui ressemble à de l'exposition au bruit. Je vous parle en terminant peut-être d'une autre étude qu'on est en train de faire sur les pesticides. Pesticides organophosphorés, une étude qui se fait ici au Québec et au Brésil. Les pesticides organophosphorés, c'est une des substances qui est très présente dans les milieux agricoles, dans l'agroalimentaire. Au Québec, c'est beaucoup dans l'agroalimentaire, mais au Brésil, c'est dans la culture du tabac qui est pratiquement disparue ici au Québec. Donc, on a, avec des collaborateurs au Brésil, vu des travailleurs, on a vu des travailleurs ici au Québec de l'agroalimentaire, mais on est en train de voir des travailleurs de la culture du tabac. Et pourquoi on s'intéresse aux organophosphorés? Vous avez un petit schéma ici. D'un côté, en bas, vous avez les cellules ciliées de l'oreille interne. Donc, c'est les cellules qui transforment justement les sons en activité électrique. Et ces cellules-là sont reliées à des centres au niveau du cerveau. Et ces centres-là vont permettre de protéger le système auditif contre l'exposition au bruit. Et ce système-là, qu'on appelle le système efférent, fonctionne avec de l'acétylcholine et les organophosphorés vont inhiber l'acétylcholinestérase, qui est l'enzyme qui permet de dégrader l'acétylcholine. Et si on ne dégrade pas l'acétylcholine, bien, elle s'accumule et elle empêche les cellules ciliées de faire leur travail et ça enlève la protection naturelle qu'on a contre l'exposition au bruit. Donc, ces cellules-là deviennent plus vulnérables, c'est l'hypothèse qu'on fait, plus vulnérables en présence d'une exposition aux organophosphorés. C'est une étude qui est en cours, donc je vous présente des résultats préliminaires, 25 personnes. Encore une fois, c'est des seuils audiométriques. En vert, vous avez nos sujets contrôle. Donc, la ligne verte est plus près du haut du graphique, donc plus près du zéro. Les sujets qui sont exposés au bruit seulement, et on voit apparaître les fameuses baisses de l'audition autour de 4000 et 6000 Hz. Mais dans cette étude-là, on va jusqu'à 16 000 Hz et on voit qu'autour de 10 000 Hz, il y a aussi une baisse. Mais quand on regarde le groupe qui est exposé à la fois aux pesticides et au bruit, on voit une différence. Ce groupe se démarque principalement pour les hautes fréquences autour de 8 000 Hz. Donc, et on voit que l'effet est quand même assez important. Donc, il y a là le début d'une preuve d'une interaction entre les pesticides et le bruit. Tranquillement, ça fait son chemin, la reconnaissance aussi du risque d'acquérir une surdité par une exposition aux substances chimiques. Il y a une directive européenne qui dit qu'on doit, lorsque c'est techniquement possible, réduire le bruit ou en tenir compte au moins de l'interaction entre le bruit et les substances chimiques, comme on devrait aussi tenir compte de l'interaction entre le bruit et les vibrations. Même chose, récemment, en 2012, la Suède a aussi intégré à sa réglementation ce qu'on appelle la notation B, où ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire les niveaux d'exposition au bruit. Ici, on les réduit à 80 décibels, alors que la réglementation est de 85,
pour un asphyxiant qui s'appelle le disulfure de carbone. Donc, on intègre doucement à la réglementation l'idée qu'il y a une interaction entre le bruit et d'autres contaminants. Même chose en Australie. En Australie, ce qu'on a reconnu, c'est un concept qui s'appelle le Occupational Solvent Induced Hearing Loss, donc la perte auditive induite par l'exposition à des solvants. Donc, en plus de la perte auditive induite par le bruit, on reconnaît dans l'indemnisation un autre type de surdité acquise par un autre risque environnemental au travail. Je vous remercie.